ciblé. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bon, on se voit. Oui, très bien. Très bien. Alors, je vais présenter très rapidement. D'abord, merci d'être là. Et je vais présenter rapidement David Chemla, que certains connaissent déjà. Est-ce qu'on m'entend bien? Pas très bien. Alors, attendez. Approche le micro. Alors, il faut que je rapproche plus. Voilà. Mais je ne veux pas avoir d'effet de réverbération. Non, ça va comme ça. Hein, très bien. Alors, David Chemla, il vient pratiquement tous les ans enrichir notre Assemblée générale par une conférence. Et toujours sur un sujet différent. Et nous sommes de plein pied avec lui depuis longtemps, puisqu'il est un des fondateurs de La Paix Maintenant, qui est un mouvement pacifique, et je dis toujours et non pacifiste, mais pacifique, qui a été créé en 1977, au moment où Anwar el-Sadat voulait rencontrer Begin, et il y avait une bonne partie des Israéliens qui étaient d'accord, d'autres pas trop d'accord, les Égyptiens n'étaient pas enthousiastes, et en tout cas, La Paix Maintenant a été créée pour appuyer la venue d'Anwar el-Sadat, qui est venu à Jérusalem, à la Knesset, faire un discours qui a tiré des larmes aux parlementaires, et ça a abouti, quelque temps plus tard, au traité de 1979, qui est un traité de paix égypto-israélien, qui est toujours en vigueur aujourd'hui et qui n'a jamais été remis en cause, ce qui est quand même très bien. Donc ça faisait déjà un pays arabe qui était en paix avec Israël, c'est-à-dire qui reconnaissait l'existence et les frontières d'Israël, et en échange, naturellement, Israël s'engageait à rendre les territoires occupés en 1967. Donc Israël a rendu le Sinaï, et pour la bande de Gaza, il y a eu un problème parce que Israël l'aurait bien rendu à l'Égypte, mais l'Égypte n'en voulait pas, parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés palestiniens, beaucoup de fédayines, de guérilleros, qui combattaient et qui intervenaient en Israël, et l'Égypte ne tenait pas à avoir à nouveau des problèmes sur ses frontières. Alors, David a été un des fondateurs de La Paix Maintenant, et puis en 2010, La Paix Maintenant s'est élargie à un mouvement européen qui s'appelle JCALL, et qui rassemble tous les partisans qui sont majoritairement juifs, je crois tout de même, en Europe, qui sont partisans d'une solution raisonnable, d'une résolution raisonnable du conflit au Proche-Orient, c'est-à-dire le constat qu'il y a deux peuples et qu'il devrait y avoir deux États. Malheureusement, on n'en est pas encore là, donc on n'est pas inutile, voilà. Très bien. Alors, David Chemla est franco-israélien et il va souvent en Israël, et il a passé la période de décembre-janvier, une bonne quinzaine de jours, je pense, où tu étais en Israël, où tu as senti la température du pays, et où tu vas nous parler de ce qui t'a frappé et des perspectives qui s'ouvriront peut-être un jour quand la guerre s'achèvera, qui est loin d'être le cas aujourd'hui, où elle a tendance plutôt à s'étendre, et en tout cas, voir si on arrive enfin à trouver des solutions raisonnables après avoir essayé toutes les autres, on peut dire. David, je te passe la parole. Le livre, pardon. Oui, effectivement. Bon, ça n'ira pas. C'est de l'eau. Alors, j'ai oublié de parler d'un livre qui n'a pas été mouillé, qui s'appelle Guerrière de la paix, qui est un livre d'Anna Assouline. Anna Assouline, qui fait partie d'un mouvement pacifique de femmes juives israéliennes et palestiniennes. Et elles ont organisé des grandes manifestations, des grands défilés. Et c'est quelqu'un qui se tient vraiment dans la permanence, la persévérance du dialogue entre les femmes qui, de toute façon, comme les hommes d'ailleurs, mais différemment peut-être, souffrent de la pérennité de ce conflit interminable. Et un petit peu comme le Forum des familles endeuillées, elles mettent en commun d'abord leur souffrance, c'est une première façon de communiquer. Et ensuite, bien sûr, elles sont intéressées par une paix de compromis. On désire tous, voilà. Et qui est tellement difficile. Donc ce livre est à vendre au prix de 15 €, c'est bien ça, René? Oui, je crois. 15,50 €. Et il est très intéressant, c'est un livre personnel
où Anna Souline, qui est une jeune femme de 35 ans, je dirais à peu près, hein, parle de son enfance, de ses amis arabes qui ont une vision très différente des choses. Et elles arrivent à communiquer, à discuter, à ne pas rompre les liens affectifs qu'elles entretiennent. Merci Cécile, bonsoir. C'est toujours avec grand plaisir que je viens à Angers et vous retrouver. Je crois que je reconnais les visages à peu près tout le monde. Et je me sens vraiment, quelqu'un me l'a dit tout à l'heure, en famille ici. Je vous remercie de votre constance, pour votre intérêt pour ce conflit qui touche beaucoup de monde ici en France, évidemment. Pas seulement, je dirais, les juifs ou musulmans, mais beaucoup de monde, parce que ça se passe dans un lieu particulier. Et je vais essayer de partager avec vous mes questions, mes réflexions sur la situation actuelle. Alors quand Cécile m'avait contacté pour cette soirée, elle m'avait dit comment tu veux intituler ta soirée. J'écoute, pour moi, l'année 2026 est une année cruciale pour différentes raisons, et je vais les développer tout à l'heure. Et je veux donc essayer d'expliquer en quoi elle est cruciale et pourquoi elle peut ouvrir peut-être vers de nouvelles perspectives que le cycle dans lequel on est déjà depuis engagé, et surtout depuis le 7 octobre 2023. Et puis, on s'était parlé, je crois, en début janvier, et quelques semaines après, plus d'un mois après, a éclaté la nouvelle guerre avec l'Iran, dans laquelle nous sommes encore ce soir, et dont on ne voit pas, en tout cas dans l'immédiat proche, de fin. Alors, comment dire, vous savez, le problème du conflit, c'est que c'est un conflit qui s'enracine dans une réalité humaine et géographique. Il faut en comprendre à la fois l'histoire, connaître un peu la géographie des lieux, et pour comprendre cette constance et essayer de dégager des perspectives. Le 7 octobre 2023, l'attaque du Hamas, qui était donc un mouvement qualifié même par la France de mouvement terroriste, disons formé et armé, et en tout cas financé en grande partie par l'Iran, qui a envoyé donc des troupes sur le territoire israélien, et a, pour la journée du 7 octobre en tout cas, provoqué des massacres de plusieurs centaines de personnes et pris un certain nombre d'otages, a plongé la région dans un cycle dont on n'est pas encore sorti. D'abord, je vais essayer de partir du centre, c'est-à-dire Israël, le conflit, et puis je vais élargir ensuite Liban, Syrie, Iran, etc., pour ensuite essayer d'avoir une image globale, hein, pour comprendre les interactions entre tous ces niveaux. Chaque niveau a sa propre logique dans le conflit, et il y a des interactions, évidemment. Donc, cette attaque du 7 octobre a plongé Israël dans une situation dont il n'est pas encore sorti. Cette journée de 7 octobre, on commence à en sortir sur le plan du traumatisme depuis la libération, ou plutôt, c'est pas une libération, depuis qu'on ait retrouvé la dernière dépouille d'un otage, le dernier qui a été rapatrié courant janvier. Mais jusqu'à cette date de janvier 26, donc de 2 ans et demi pratiquement, 843 jours exactement, la société israélienne a vécu à l'heure du 7 octobre. Dans chaque journal télévisé, on parlait de cette journée, on rappelait, il y avait les parents qui venaient pour rappeler, et c'était pas uniquement une information, c'était vraiment participer. Vous savez, Israël, c'est un petit pays malgré tout, et les gens, beaucoup connaissent ou ont connu des personnes qui ont été soit tuées, soit kidnappées, et donc on partageait la douleur des familles. C'était très important de leur faire sentir qu'il y avait ce soutien à ces familles. Et c'est grâce à ce soutien à ces familles, grâce aux manifestations continues pendant 2 ans, plus de 2 ans, toutes les semaines,
notamment Tel Aviv, mais pas qu'à Tel Aviv, de plusieurs milliers, voire dizaines, voire centaines de milliers de personnes, ramenées à l'échelle française, c'est 10 fois plus. Quand on dit à 100 000 personnes qui manifestent, c'est 1 million à Paris, enfin en France. Donc c'est pour se rendre compte que beaucoup de monde s'est mobilisé pour rappeler la situation de ces otages et surtout faire pression sur le gouvernement pour qu'il ne les abandonne pas. Alors, ça semble, comme ça raconté, étonnant que le gouvernement n'en faisait pas sa priorité, mais c'était le cas. C'était le cas, pourquoi ? Parce que ce gouvernement, donc, certes, n'a pas voulu, évidemment pas, les événements du 7 octobre, n'est pas complice à l'attaque du Hamas, c'est pas ça la question. Mais quand, disons, les mois qui ont précédé cet événement, l'idéologie au pouvoir en Israël était qu'il n'y avait pas de risque de la part de Gaza, du Hamas, d'attaque, etc., que c'était sous contrôle. Ils pensaient qu'en donnant des mallettes de dollars qui venaient du Qatar, transitées par l'aéroport de Tel Aviv, étaient accompagnées par des officiels israéliens jusqu'à Gaza pour être transmises aux militants du Hamas, on s'assurait une paix économique et qu'il suffisait qu'on leur donne cela et que ça allait marcher. Alors que cet argent a servi à acheter des armes, à construire des tunnels. Et ces tunnels, quand on les a découverts, c'est avéré que c'était des villes entières souterraines. C'est 2 fois la longueur du métro parisien, je crois. Enfin, c'est presque, je crois que c'est plus que la longueur du métro londonien qui est plus grand que le métro parisien. Et c'est pas des petits tunnels. Parfois, c'est avec une hauteur de sous-plafond, je dirais, assez haute. Donc ça, il fallait beaucoup d'énergie, d'argent, de travail pour les construire et préparer cette attaque-là. Et le gouvernement, donc, persuadé que sa politique à l'égard du Hamas permettait d'éviter un quelconque conflit, a même désarmé de toute façon la région, des troupes n'étaient plus présentes, ce qui a amené à ce que la population civile qui était là s'est trouvée complètement démunie cette journée-là. Et c'est par la pression du public qu'on est arrivé à obliger l'État, les dirigeants israéliens à poursuivre les négociations. Et eux se satisfaisaient un peu de cet état de guerre, où effectivement l'armée a accompli sur le plan militaire, je ne juge pas, je raconte des faits, une campagne à Gaza qui a causé beaucoup de victimes du côté des civils palestiniens, et a détruit beaucoup de tunnels et tué certainement beaucoup de miliciens du Hamas, sans pour autant résoudre le problème. Et malgré cette, entre guillemets, victoire, là aujourd'hui, des mois plus tard, le Hamas a reconstitué une partie de ses troupes parce que c'est pas trop difficile pour eux, à partir du moment où ils ont les moyens et l'argent, de recruter parmi la population palestinienne très démunie, qui n'a pas de travail. Dans la situation actuelle, vous imaginez à Gaza ce que ça peut être, d'essayer de reconstituer comme ça encore des unités de combattants. Donc, mais cet État satisfaisait parce que la seule alternative pour battre, disons, cette idéologie du Hamas, c'est offrir une alternative politique aux Palestiniens. On ne peut pas les battre sur le plan de leur idéologie, mais on peut leur prouver au peuple palestinien qu'il y a une alternative politique avec l'autorité palestinienne, qui est la seule autorité politique reconnue sur la scène internationale, avec évidemment Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne qui siège à Ramallah, qui, on le sait, est corrompue, qui, on le sait, est vieillissante, qui, on le sait, n'est pas démocratique parce que ça fait presque une vingtaine d'années qu'il n'y a pas eu d'élection. Mais malgré tout, elle est représentative. Et c'est avec elle qu'il y a eu des négociations, et c'est avec elle qu'il faudra un jour négocier. Ça sera sans doute pas Mahmoud Abbas, parce que c'est un vieux monsieur qui probablement un jour ou l'autre passera la main à une autre direction, mais c'est avec eux qu'il faut construire une alternative. Et ça, comme le gouvernement israélien ne le veut pas, parce qu'il est aujourd'hui dirigé depuis bientôt 4 ans par une coalition politique menée par Benjamin Netanyahou avec des partis extrémistes à sa droite, dont je parlerai tout à l'heure un peu plus, c'est pas dans son programme politique. Donc, ne voulant pas engager des négociations, il laissait pourrir cette situation et les otages continuent à pourrir dans les tunnels de Gaza. Et sans la pression américaine de Trump, et on parlera tout à l'heure beaucoup plus évidemment de la position des États-Unis, et probablement les otages seraient encore là-bas. Mais bon, janvier dernier, donc le dernier dépouille est revenu, et on aurait pu penser enfin ouvrir la porte à un nouveau processus
la guerre étant, entre guillemets, achevée, on pouvait passer à une autre étape, d'autant plus que dans le plan américain préconisé par Trump, il était rédigé en 20 points, mais tous ces points passaient par la reprise du contrôle de Gaza par des Palestiniens eux-mêmes et pas par des Israéliens, avec l'aide évidemment et le soutien des pays avoisinants, des pays sunnites, arabes, Égypte évidemment en premier, et soutien financier des Émirats, etc. Donc il y a un plan, il existe. Il y a des noms, je le sais, de Palestiniens qui sont évoqués comme pouvant être dans une première étape des représentants pour gérer la population civile de Gaza. Donc il y a sur papier un processus possible. Mais on en est là, sur ce plan-là. Alors maintenant, j'élargis un peu le spectre et je vois ce qui se passe à la frontière nord du pays, c'est-à-dire la frontière avec le Liban. Entre Israël et le Liban, il n'y a pas d'accord de paix depuis la création de l'État, depuis 1948. Il n'y a pas forcément une situation de guerre. Il y a, disons, il n'y a pas vraiment de conflit frontalier. Avec la Cisjordanie, il y a un conflit frontalier, on en parlera, ce qu'on appelle les territoires occupés. Par contre, avec le Liban, il n'y a pas. Il y a juste un débat sur ce qu'on appelle la zone de Sheba, c'est-à-dire quelques kilomètres carrés qui se trouvent entre le Liban et la Syrie, que les Libans interprètent comme un territoire libanais et qui ont été occupés par les Israéliens dans ces guerres contre la Syrie et qu'Israël veut pour l'instant contrôle parce qu'ils sont sur des hauteurs qui permettent d'avoir une visibilité sur la vallée. Et donc, pour l'instant, mais ce n'est pas vraiment un grand enjeu, je dirais, géographique, en tout cas, comme ça peut l'être en Cisjordanie. Par contre, le Liban, il y a eu plusieurs guerres entre Israël et le Liban. La première a eu lieu en 1978, suite à des incursions, suite à des tirs de roquettes sur les kibbutzim et les villes israéliennes. En 1978, première grande opération israélienne au Liban, enfin d'envergure, qui a conduit à une occupation du Liban pendant 20 ans, où les Israéliens ont occupé une partie du sud du Liban. Ils ont même mis en place une armée, entre guillemets, comme l'était à l'époque de la guerre d'Algérie, rappelez-vous, les Harkis qui ont collaboré avec l'armée française. Il y avait entre guillemets des Harkis libanais chrétiens qui ont collaboré avec l'armée israélienne et qui sont restés pendant 20 ans dans cette région du Liban à gérer. Et cette occupation de 20 ans, vous savez, le Liban est un pays multiconfessionnel. Il y a, et surtout multiethnique. Il y a majoritairement des sunnites et des chiites. C'est la grande fracture au sein du monde islamiste, du mouvement musulman. Bon, je ne veux pas en parler. D'abord, c'est pas trop mon sujet. Et puis, vous trouverez, si vous le cherchez, des précisions sur la différence entre le mouvement chiite et le mouvement sunnite. Mais enfin, c'est une grande fracture au sein du monde arabe. Mais au Liban, majoritairement, il y a des chiites, il y a des druzes, qui sont une communauté qui est répartie aussi bien au Liban qu'en Israël qu'en Syrie. Ils sont musulmans, mais ils ont leur propre tradition. Il y a quelques Kurdes, il y a d'autres minorités ethniques. Et les chiites vivaient essentiellement dans la partie sud du Liban, près de la frontière d'Israël. Et cette occupation, après la guerre de 78, a conduit effectivement à créer un mouvement de résistance à cette occupation israélienne qui a engendré par la suite ce qui est maintenant le Hezbollah. Cette force militaire chiite qui s'est rattachée à l'Iran, puisque, comme vous le savez, les Iraniens sont des chiites, pas des Arabes, mais en tout cas, ils se réfèrent sur le plan religieux au chiisme. Et les Iraniens, donc, ont favorisé, armé ce mouvement du Hezbollah pendant des années. Et donc, la guerre entre Israël et le Liban, c'était toujours une guerre entre le Hezbollah et Israël. Il y a eu différentes étapes. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais disons, si je prends les dernières années, le 7 octobre, on aurait pu imaginer que le Hezbollah attaque lui aussi, comme le Hamas a attaqué à Gaza. Ils ne l'ont pas fait. Heureusement, je dirais, parce que s'il avait fait, ça aurait été une catastrophe, parce que l'armée a été complètement israélienne n'était pas préparée à l'attaque sur Gaza. Il y a eu
quelques jours de confusion totale avant que l'armée était capable de reconquérir son territoire. Si ça avait été le cas au nord, il y aurait eu beaucoup plus de victimes, civiles certainement, et ça n'a heureusement pas produit. Par contre, quelques temps après, on recommençait les bombardements, et vous connaissez l'histoire, et pendant 2-3 ans, il y a eu une guerre contre le Hezbollah, avec, disons, la capacité des Israéliens, avec leur connaissance du territoire et les renseignements bien introduits, aussi bien au sein du mouvement Hezbollah, et on l'a vu aussi en Iran maintenant, d'avoir pu décapiter le parti du Hezbollah, de la plupart de ses cadres. Vous vous rappelez de l'histoire des beepers, qui ont des téléphones portables qui ont sauté et qui ont conduit à la mort, ou en tout cas à blesser beaucoup des cadres intermédiaires du Hezbollah. Et surtout tuer leur leader, le nom m'échappe, Hassan Nasrallah. Oui. Mais bon, tout cela, je rappelle tout cela parce qu'il faut le comprendre par rapport à aujourd'hui. Mais il y avait, après, disons, la guerre qu'on appelait la guerre des 12 jours de l'été dernier, entre Israël et l'Iran et le Hezbollah, on avait une espèce de statu quo. On pouvait penser, sous la pression américaine, cesser le feu à Gaza, cesser le feu dans le nord, on va peut-être pouvoir passer à une autre étape. Mais, premièrement, ce cessez-le-feu à Gaza n'est pas vraiment cessez-le-feu parce qu'il a continué à avoir des escarmouches qui ont conduit à pas mal de victimes côté palestinien. Beaucoup de militants du Hamas qui tentaient, qui s'approchaient des forces israéliennes, et alors qu'ils savaient qu'il y avait des interdits, etc., ont été tués. Et voilà, pour ce qui est de Gaza. Et côté libanais, il y avait constamment des requêtes qui disaient que la population du nord du pays, qui vit dans cette situation depuis des années, des dizaines d'années, n'en pouvait plus. Alors, beaucoup avaient été déplacés après le 7 octobre, comme beaucoup de la population civile israélienne qui habitait près de Gaza avait été déplacée, des centaines de milliers de personnes, qu'il a fallu reloger dans des hôtels, etc., qui commençaient tout juste à revenir, et puis que de nouveau, les requêtes sont revenues, et donc il y avait une pression constante sur le gouvernement pour, enfin, ça suffit, on en a marre, on voudrait éradiquer ces forces-là. Alors, donc, ça, c'était... Il y avait cette pression. Excusez-moi. Et par ailleurs, la guerre avec l'Iran donnait l'impression qu'on avait détruit l'essentiel du potentiel iranien, aussi bien le potentiel nucléaire que le potentiel balistique. D'ailleurs, Netanyahou avait fait déclaration en ce sens après le mois de juin dernier, juin 2025. On a supprimé tous les risques. Bon. Donc, on aurait pu penser qu'on était entré enfin dans une autre étape qu'on pouvait, politique en tout cas, et moins militaire. Sauf que, d'une part, les renseignements, alors ça, on le saura plus avec le temps, mais les renseignements militaires prouvaient que sur le plan nucléaire, les Iraniens étaient toujours possesseurs de capacités, en tout cas, pour produire des bombes dans les, peut-être pas semaines, mais en tout cas, relativement une perspective de quelques années, 1 ou 2 ans, d'après ce qu'on sait. Et quant à leur capacité balistique, vous savez, les balistiques, c'est quoi? C'est un missile qui monte très haut et qui redescend comme ça. Ils vont dans la stratosphère et ils redescendent. Et c'est beaucoup plus difficile à intercepter. Il faut avoir les Ukrainiens, malheureusement, sont mal placés parce qu'ils en subissent beaucoup. Et donc, il y avait une pression aussi des plans pour pouvoir éradiquer cette menace-là. Ça, c'est une chose. Alors bon, maintenant, je suis obligé de rentrer dans la problématique israélienne, politique, plus militaire, mais politique. Le gouvernement en place a été élu suite aux élections qui ont eu lieu en fin 2022. Et normalement, tous les 4 ans, en Israël, il y a des élections au Parlement, à la Knesset, et les prochaines sont programmées pour le mois d'octobre prochain. Le système électoral est uniquement la proportionnelle. Il y a un seul tour.
Donc les partis proposent des listes et on vote pour des listes. Dans l'histoire du pays, disons, après les années 50, 60, il y avait un grand parti majoritaire, c'était le Parti travailliste au départ, Ben Gurion qui était fondateur, etc. Puis ensuite, il y a eu un deuxième parti qui a donné par la suite le Likoud, qui est le parti de droite, qui était dirigé par Menachem Begin, celui qui a fait les accords de paix dont Cécile parlait avec Anwar el-Sadat. Mais il y avait deux partis. Et puis, ça s'est fragmenté de plus en plus, fin des années 90, 2000, en beaucoup plus de partis. Ce qui fait qu'aucun parti n'est capable seul de constituer une coalition. Il y a 120 députés au Parlement. Il faut avoir au moins le support de 61 députés pour pouvoir avoir une majorité. Logique, mathématique, simple. Et pour cela, comme il n'y a pas de parti majoritaire, il faut faire des alliances avec toutes sortes de partis, à droite, à gauche, pour constituer une majorité. Aujourd'hui, il y a 10 partis qui sont représentés à la Knesset. Il y a pu y en avoir jusqu'à 13, 14 à une époque, etc. Pour éviter ce morcellement de petites listes, a été mis en place depuis pas mal d'années un seuil minimum pour être représenté. En 48, par exemple, il ne fallait pas de seuil minimum. Si vous aviez, je ne me rappelle pas, il y avait 600 000 électeurs, peut-être non, même pas, il y avait 600 000 habitants en 48 ou 700 000, donc il y avait peut-être 200 000 électeurs, je ne sais pas, de 300 000. Le résultat, si vous aviez 20 000 voix, vous pouviez avoir 10 députés, quoi, si on fait mathématiquement, quoi. Évidemment, le pays a grandi, la population s'est développée, et pour limiter ces petites listes, on a mis un seuil, c'est-à-dire c'est 3,25% des votes des personnes qui votent. Il faut avoir 3,25% si, admettons, 10 000 votants, et si vous avez 3 250 personnes qui votent pour vous, vous avez le droit d'être représenté. Si vous avez moins de 3 250, vous n'êtes pas représenté. Voilà, donc c'est 3,25%, ce qui fait en gros que certaines listes ne sont pas représentées, mais celles qui sont représentées peuvent à ce moment-là constituer rentrer dans une coalition. Donc la coalition actuelle est dirigée par Netanyahou avec son parti, le Likoud, et puis avec des alliances des partis religieux, je reparlerai plus en détail sur les partis religieux parce que c'est assez complexe, et des partis d'extrême droite. Et les prochaines élections, c'est donc en octobre. Tous les sondages montrent que si elles devaient avoir lieu aujourd'hui, Netanyahou n'aurait plus cette coalition avec lui. Il a repris des points parce qu'après le 7 octobre, il était beaucoup descendu dans les sondages, il est remonté dans les sondages. Mais aujourd'hui, même encore récemment, malgré la guerre de l'Iran en cours et malgré les succès militaires engrangés depuis 2 semaines, entre guillemets, le dernier sondage de samedi dernier, de mémoire, c'est 51, je crois, députés ou 52 députés pour ce qu'on appelle la coalition des partis de droite et religieux qui sont aujourd'hui majoritaires. Par contre, l'opposition actuelle, elle est constituée évidemment de partis, entre guillemets, laïques, mais qui sont divers. Il peut y avoir des partis centre-droit, droite et gauche, et puis des partis arabes. Ce qu'on appelle les partis arabes, il y a à peu près 20% de la population israélienne qui sont des Arabes israéliens, qui ont la nationalité et qui votent évidemment. Alors les Arabes israéliens votaient dans l'histoire du pays à peu près dans les mêmes proportions que les Juifs, en tout cas pendant les premières décennies de l'État. C'était autour de 80%. C'est des premières décennies de l'État. Et puis on a constaté, il y a eu une chute aussi des Juifs qui votaient moins, comme en France, etc. Les taux étaient plutôt entre 65 et 70% de participation aux élections. Et les Arabes israéliens ont moins voté. C'est descendu jusqu'à 48, parfois moins de 50%. Pourquoi ? Pour diverses raisons. Ils sentaient que ça ne servait à rien. Même s'ils votaient, de toute façon, leur parti... certes, ils ont des députés, mais ils ne participent pas à aucun des gouvernements. Ils se sentaient pas considérés. Et puis, il y avait aussi des luttes intestines entre les partis arabes. Il y a 4 partis arabes. C'est pas simple. On va dire en gros un parti islamiste, un parti communiste et 2 partis nationalistes qui ont des divergences entre eux. Et bon, donc. Alors, résultat des courses, quand les partis arabes ont fait, à 2 reprises d'ailleurs, une liste commune, ils ont eu beaucoup plus d'électeurs et plus de députés en finale. Ce qui fait que c'est pas neutre. Ils ont eu parfois 15 députés, 15 sur 120, c'est beaucoup. Hein. Et comme il y a ce morcellement de partis dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est fait que dans le cas des coalitions, ils ont un rôle clé. Parce qu'aucun des 2 blocs n'a 61 députés tout seul.
Donc ils ont un rôle clé pour constituer des coalitions au pouvoir. Ça, c'est purement mathématique. Alors, à une seule reprise, une seule fois, ils ont participé à un gouvernement. C'était avant le gouvernement actuel, ces élections précédentes, où ils ont participé à un gouvernement qui a été dirigé par l'opposition actuelle, avec comme Premier ministre Naftali Bennett pendant quelques mois, qui a été ensuite suivi par Yair Lapid, l'actuel chef de l'opposition. Ce gouvernement n'a duré qu'une quinzaine de mois, et il est tombé parce que sa coalition, qui était de 61, a chuté quand il y a eu des défections. Des députés ont été, comment dirais-je, ont quitté la coalition suite à des promesses réalisées d'ailleurs par Netanyahou, qui leur disait quittez la coalition et je vous offrirai un poste de ministre suite aux prochaines élections. Ce qui s'est effectivement passé. Et c'est comme ça que le gouvernement a chuté. Cette instabilité est une constante de la politique israélienne pendant des années. Mais là, le gouvernement actuel est relativement stable. Il a tenu, il finira son mandat, peut-être pas jusqu'au mois d'octobre, parce que, comme en France, il faut voter un budget. Le budget pour l'année va être voté au mois de mars, et il risque de ne pas être voté pour des conflits au sein de la coalition par rapport à un sujet très brûlant en Israël, qui est celui de l'enrôlement des jeunes juifs orthodoxes dans l'armée. Hein, je suis obligé de faire C'est compliqué ce que je vous raconte, mais ça montre bien cette dynamique-là de la société qui va entraîner des décisions politiques. À cause de tous ces calculs-là, où on ne veut pas perdre le pouvoir, il faut conserver des équilibres, ça entraîne des fois de prendre des décisions qui ont des conséquences graves. L'histoire des enrôlements des orthodoxes, c'est très simple. Il y a un service militaire en Israël obligatoire, qui dure 3 ans pour les hommes et 2 ans pour les femmes. Et en 1948, à la création de l'État, Ben Gurion avait passé un accord avec le monde orthodoxe, qui était à l'époque très faible et représentait quelques centaines de personnes, et pour lesquelles leur tradition était d'étudier dans des écoles talmudiques, ce qu'on appelle des yeshivot, plutôt que de s'engager dans la vie civile. Donc, il y avait comme ça un consensus pour leur accorder ce bénéfice de ne pas être enrôlés. Mais c'était quelques centaines en 1948. Aujourd'hui, c'est des centaines de milliers d'orthodoxes, vu la croissance démographique. Aujourd'hui, on estime les orthodoxes à 13-14% de la population israélienne. Il y a 9 millions d'habitants, à plus de près de 10 millions d'habitants en Israël. On estime à peu près 15% d'orthodoxes. Donc, ils sont dispensés de l'armée, bien que de plus en plus, il y en a qui le font aussi d'eux-mêmes. Et puis, il y a des alternatives. Ils peuvent aussi faire un service civil où les besoins sont, comme partout dans toutes les sociétés modernes, ce n'est pas les tâches qui manquent dans les hôpitaux, dans les offices de personnes âgées, etc. Il y a de quoi occuper des jeunes qui feraient leur service civil. Et donc, comme ils s'opposent à le faire, ils ne refusent de voter le budget. Ils utilisent ça comme moyen de chantage, etc. Et au sein du gouvernement actuel, il y a d'autres religieux sionistes qui font leur armée, qui s'opposent à cette dispense, parce que, notamment depuis le 7 octobre, la charge qui repose sur les jeunes Israéliens est très forte. En moyenne, un jeune, vous savez, on finit l'armée au bout de 3 ans, on rentre à 18 ans, on a fini à 21, puis de 21 à plus de 40 ans, je ne sais plus maintenant l'âge, 45 peut-être, chaque citoyen doit faire une période de réserve. Et normalement, c'est un mois et demi par an. Depuis le 7 octobre, ils ont passé à peu près, je donne d'ordre d'idée, près de 300 jours à l'armée, en 2 ans et demi. Imaginez un homme, une famille qui a créé d'une trentaine d'années, qui travaille dans l'high-tech, qui est médecin, peu importe, qui passe 300 jours depuis le 7 octobre, en 2 ans, 300 jours à l'armée. Sa vie de famille, c'est son travail, s'il a une entreprise, s'il fait des études, enfin, ça bouleverse complètement la vie des gens. Et donc, il y a une pression de plus en plus forte pour que, de tous ceux qui exercent et font leur devoir, entre guillemets, pour que d'autres y participent à cette charge-là. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est un sujet brûlant qui peut conduire, et je pense qu'on verra dans les semaines à venir, à ce que ce gouvernement chute et que les élections prévues au mois d'octobre soient plutôt avancées au mois de juin. Et Netanyahou, dans cette perspective,
comme il veut conserver le pouvoir, ou en tout cas que sa majorité conserve le pouvoir, et j'expliquerai les raisons tout à l'heure, lui est tout intéressé à ce que les élections se passent au meilleur moment pour lui. Donc une petite guerre avec l'Iran qui permet d'engranger des succès militaires, une guerre qui, entre parenthèses, repose sur une menace réelle, ce n'est pas une menace fictive. La menace du nucléaire existe. Est-ce qu'ils vont l'exercer ou pas? C'est une autre question. Mais en tout cas, un pays qui, depuis 47 ans maintenant, répète que son objectif est de détruire un autre État, les gens finissent par vivre sous cette pression-là. Et il faut rentrer un peu, c'est de comprendre un peu cette dynamique psychologique. La population vit depuis le 7 octobre, passe, je dirais, d'un traumatisme à l'autre. Il y a eu le 7 octobre, il y a eu une guerre à Gaza avec des victimes, évidemment beaucoup du côté palestinien, mais aussi du côté israélien. Beaucoup de soldats sont morts, plus d'un millier, pendant cette guerre à Gaza et au Liban. Les missiles qui sont arrivés sur le sol israélien à 2 reprises, en avril et en juin dernier, ont causé des dégâts et des victimes, quelques dizaines. Donc c'est la première fois qu'Israël était bombardé, je dirais, depuis 1948. Hein. En 1948, la première guerre à la création du pays, l'armée égyptienne avait bombardé l'aviation. Et depuis, c'était uniquement les villages frontaliers qui risquaient de recevoir des roquettes. Là, des missiles balistiques, Tel Aviv en plein centre, des immeubles détruits complètement, des victimes, etc. Donc, c'est aussi les alertes continuent. L'avantage en Israël, il y a des abris, mais on y va 3-4 fois par nuit. Comment vous pouvez vous lever le matin, aller travailler, que pendant 3-4 reprises la nuit, vous devez descendre dans l'abri, remonter, tout le monde n'a pas d'abri dans un appartement. Donc on vit dans cette constance, pression et angoisse. Et ça, quand on est sur le plan psychologique, j'ai lu un article récemment par un psychologue qui explique très bien cela, quand le traumatisme psychique, hein, c'est le seul moyen de s'en libérer, c'est parce qu'on n'a plus à penser. On ne comprend pas forcément les causes. On est pris dans le traumatisme et le seul moyen de s'en libérer, c'est soit dans ceux qui aspirent à un acte de vengeance, voilà, ou bien ils ne voient pas ce qui se passe de l'autre côté. L'autre côté devient complètement... le côté humain est complètement plus pris en compte. Voilà, donc je crois qu'il faut comprendre tout cela. Donc dans cette situation politique que j'ai un petit peu décrite, militaire et psychologique, cette guerre donc a éclaté avec l'Iran. Alors là, on élargit le spectre, on va maintenant de côté de voir ce qui se passe à la Maison-Blanche avec M. Trump. Trump est arrivé au pouvoir pour la 2e fois en voulant se présenter comme l'homme qui veut faire la paix. Il n'arrête pas de se targuer qu'il a fait déjà une dizaine d'accords de paix qu'il a signés en Afrique ou ailleurs, entre Pakistan et tu me diras tous les accords qu'il a prétend avoir signés. Il est très déçu de ne pas avoir reçu le prix Nobel, etc. Alors, c'est vrai que lui, ce qui le motive, c'est pas vouloir créer la démocratie ni au Moyen-Orient ni ailleurs. Il s'en passerait même bien aux États-Unis s'il pouvait le faire. Ce qui l'importe, lui, c'est de trouver des accords commerciaux pour d'abord l'intérêt des Américains et sa famille aussi personnelle trouve des intérêts personnels parce qu'ils sont mêlés à certains accords signés, notamment dans les Émirats, et chercher donc se servir des conflits, enfin résoudre les conflits pour essayer de trouver des accords. Il ne cherche pas à changer les gouvernements. Vous voyez ce qui s'est passé au Venezuela. Hein. La vice-présidente est devenue présidente et les accords commerciaux qu'avait le Venezuela avec des entreprises chinoises pour fournir du pétrole ont été dénoncés et maintenant ces accords sont passés avec les entreprises américaines. Voilà, donc c'est ce que
vous voulez, donc cherche à faire Trump, et il a cru, ou il croit peut-être encore, qu'il peut, par la force, uniquement changer la situation en Iran et faire tomber un régime. Un régime qui, on le sait, n'est pas a tué des dizaines de milliers de ses habitants, de sa population, à plusieurs reprises, en 2009, dans ce qu'on appelle la révolte verte, je crois, où il y avait eu des élections qui ont été trafiquées. Les résultats ont été trafiqués. On a mis au pouvoir Ahmadinejad à l'époque, qui était, semble-t-il, pas vraiment élu, mais bon. Il y a eu d'autres manifestations en 2017, en 2019, en 2022, et là encore en janvier dernier. Et chaque fois, la population a été la victime de son propre régime. Donc, est-ce qu'on peut militairement changer un gouvernement de l'extérieur ? Si on regarde ce qui s'est passé ces dernières décennies en Afghanistan, ça n'a pas marché. Les Américains ils sont restés une vingtaine d'années. Il y a eu des milliers de morts, des dizaines de milliers du côté afghan, des dizaines de milliers du côté américain. Je crois que ça a coûté près de 3 milliards de dollars. En Irak, même chose. Les Américains sont repartis et c'est le chaos encore. Donc, on se rend compte que le seul moyen de changer une société, c'est quand elle se prend, quand les forces politiques internes arrivent à se prendre en main. Et il est certain que, affaiblir, et l'Iran est affaibli, le Hezbollah est affaibli, mais ça ne suffit pas. Il faut que de l'intérieur se crée une alternative. Alors, c'est intéressant maintenant si je vois ce qui se passe au Liban, parce qu'au Liban, comme je le disais précédemment, c'est un pays multiethnique qui est sorti de plusieurs guerres civiles internes depuis des dizaines d'années. Et là, après la dernière guerre, on va dire, a été mis en place un gouvernement qui a l'ambition de recréer une autonomie du Liban avec une armée libanaise. Alors c'est très compliqué à créer une armée libanaise, parce que comme le pays multiethnique, il y aura des chiites dans l'armée libanaise. Et comment ces chiites soldats libanais vont se comporter contre les chiites du Hezbollah ? C'est pas si simple. Ils n'ont pas les moyens ni militaires ni humains, semble-t-il. Donc c'est un des enjeux de la guerre actuelle, c'est d'affaiblir suffisamment le Hezbollah pour que le Liban reprenne le contrôle de son territoire. Alors est-ce que le gouvernement israélien aura l'intelligence de le favoriser ? C'est une des questions. Je ne suis pas certain qu'il le fasse. J'espère qu'il le fera, parce qu'il y a malgré tout, dans toute cette configuration que j'ai décrite, qui semble un petit peu un grand puzzle, il y a des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer d'imaginer une sortie, disons, politique qui permettrait de stabiliser la région. Et c'est ça qu'on peut espérer. Donc, au Liban, en Iran, je n'y crois pas de l'intérieur aujourd'hui, mais si le pouvoir est suffisamment affaibli, on suit l'actualité, vous et moi, et on verra comment ça se passera les prochaines semaines. Quant à Israël, il y a toujours cette majorité de la population qui veut un changement, qui aspire d'abord pour des questions internes à ce que Netanyahou quitte le pouvoir. Netanyahou qui par ailleurs a plusieurs procès en cours contre lui, et il est susceptible d'aller en prison si ces procès vont à leur terme. Et il y a d'autres procès qui n'ont pas été entamés sur d'autres questions. Enfin, je ne vais pas rentrer dans toutes ces considérations, mais c'est certainement un des moteurs qui le pousse à s'accrocher au pouvoir. D'ailleurs, il demande constamment à son ami Trump d'intervenir auprès du président de l'État pour que Netanyahou puisse être amnistié. Et le président de l'État en Israël, c'était un peu comme la reine ou le roi d'Angleterre maintenant. C'est un rôle de représentativité, c'est pas un rôle de pouvoir. Mais il a la capacité, en tout cas, pas la Constitution, mais sur les lois d'amnistier. Mais on peut amnistier que quelqu'un qui a été condamné. On ne peut pas amnistier quelqu'un qui est en jugement. On ne peut amnistier que quelqu'un qui reconnaît sa faute. Pas quelqu'un qui est en cours de jugement. Netanyahou ne reconnaît pas ses fautes et il voudrait simplement qu'on lui donne son amnistie, c'est-à-dire qu'on arrête le procès. Donc ça, sur le plan légal, Herzog, le président, ne peut pas le faire. Mais Trump, à plusieurs reprises, et encore récemment,
attaque Herzog, le président de l'État, en le traitant de moins que rien, de lavette, parce qu'il ne fait pas ce que moi, Trump, je pense qu'il faut faire. Et encore hier, vous savez, l'ambassade des États-Unis est maintenant à Jérusalem, sur le plan formel, mais en fait, les essentiels des bureaux de l'ambassade des États-Unis sont à Tel Aviv, au bord de la plage. Et sur la plage, face à l'ambassade, c'est un lieu où il y a eu les mouvements d'opposition, de contestation d'Israël se servent de cette plage pour faire passer des messages. Alors pendant toute l'époque des manifestations pour les otages, il y avait des tas de messages, Trump, aidez-nous à sortir les otages, etc. Puis merci quand, grâce à vous, on a pu libérer les otages. Le message qui était dessiné sur la table, mais on peut le voir que si on est sur un drone ou pour prendre la photo, sinon on peut pas le voir quand on est devant le message, c'est No Amnesty. Voilà, c'est ça le message qu'on transmet, que la population d'Israël transmet au président Trump pour que le pays est un pays indépendant. On ne va pas appliquer les directives d'un président d'un autre pays. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, certainement pas, mais je vous laisse les poser maintenant. J'ai essayé comme ça de vous brosser d'une façon peut-être confuse un tableau général. Très bien. Bon, merci beaucoup, David. Merci beaucoup pour ce tableau qui est, c'est vrai, centré sur Israël et sur les possibilités qui se présentent. Alors, il y a sans doute une différence entre les opposants à Netanyahou en Israël et les opposants au régime des mollahs en Iran. C'est-à-dire que les opposants en Israël sont dans la rue, font du bruit, on ne leur tire pas dessus, il y a très peu de prisonniers politiques, alors que malheureusement en Iran, ils sont au bout d'une corde. Hein, donc autant il est très difficile d'envisager un changement de régime du fait de la population iranienne contre les mollahs, autant on peut tout de même espérer que les mécontentements s'accumulant contre Netanyahou, des élections pourraient peut-être permettre l'arrivée d'un gouvernement, d'une nouvelle coalition qui aurait enfin des perspectives politiques et pas seulement militaires. Donc c'est l'espoir qu'on peut avoir. Et puis, vous allez pouvoir justement poser des questions aussi bien sur la situation peut-être en Iran, surtout peut-être sur le Liban, parce que la guerre entre Liban et Israël, c'est une vieille guerre en plusieurs épisodes. Et le Liban semblait, comme l'a dit David, avoir un gouvernement qui cherchait à rétablir l'autorité sur un pays multiconfessionnel, en guerre civile permanente, où le Hezbollah était un État dans l'État, armé jusqu'aux dents et armé par l'Iran. Et donc, on a l'impression actuellement que la guerre menée par les Israéliens ne fait que déstabiliser le gouvernement libanais, qui est bien impuissant à se débarrasser du Hezbollah. Donc il y a quand même pas mal de butoirs en Iran, au Liban et en Israël. Netanyahou est toujours là. Et il est approuvé par peut-être une minorité de la population, mais une minorité tout de même assez importante. Donc vous avez peut-être des questions à poser, aussi bien sur Israël et sa situation politique et les perspectives qui se présentent, que sur un environnement qui est complètement embrasé en ce moment et où la guerre ne semble pas prête de se terminer très rapidement. Oui, il y a un homme là-bas. Mais je vous entends, allez-y, vous pouvez parler. Non, moi j'entends. Parle fort. Voilà. Concernant l'Iran et une potentielle, avec l'intervention américaine, vous n'avez pas mentionné le fait que la population, si le régime est affaibli, la population pourrait potentiellement prendre le contrôle. Et vous n'avez pas non plus parlé, je trouve, du Shah qui est toujours, qui réside toujours aux États-Unis. Et vous n'avez pas parlé de ça et je trouve ça dommage. D'accord. Ok. Et
Non, mais je préfère d'autres questions. S'il y avait plusieurs questions, je vais essayer. Si tu complétais, si vous voulez. Et du coup, je me demandais, c'était quoi votre avis sur la question? Est-ce que vous n'avez pas mentionné le fait que là, à la différence de l'Afghanistan, la population iranienne, du moins une bonne partie, je pense, faudrait peut-être un changement de régime à la place de celui des mollahs. Et ça pourrait coûter moins cher aux États-Unis, je pense, que l'Afghanistan ou l'Irak. Oui. La maturité politique de la population Quelqu'un iranienne. repère l'ordre des... Oui. Oui, Je voulais savoir, merci pour votre intervention, c'est plein de choses très éclairantes. Je voulais savoir où ça en était au niveau économie en Israël. Je suppose qu'il va y avoir un pourcentage énorme au niveau de tout ce qui est militaire. les budgets économiques. Oui, le budget. Concernant l'Iran avec la bombe nucléaire, je me dis que s'il l'avait, à mon avis, il l'aurait déjà lancé. Non, mais ils l'ont pas, là. Aujourd'hui, ils l'ont pas. Je ne sais pas, mais bon, pourquoi pas. Et je m'interrogeais aussi, parce que j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps de Zelensky, sur l'aide militaire des Russes. Et aussi, qui joue aussi dans toute la scène internationale. La Chine, qui à mon avis, ça n'arrange pas du tout ce qui se passe en ce moment. Si vous aviez un éclairage supplémentaire par rapport à ça. Je crois que c'est déjà pas mal de questions. Encore une, et puis... Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous ne trouvez pas que Trump s'est fait embarquer dans une guerre par Israël et par Netanyahou sans avoir aucun objectif précis? Et ça paraît quand même totalement incohérent par rapport à un homme qui est quand même président des États-Unis. Et ce soir, j'ai appris qu'il y avait un des hauts dirigeants qui s'occupe de l'antiterroriste des États-Unis qui a démissionné en disant qu'il n'y avait forcément aucun risque dans cette guerre. On ne comprenait pas pourquoi on avait déclenché une guerre avec l'Iran de façon aussi rapide. Voilà, c'était ma question pour mieux comprendre la géopolitique, parce que ça va pas, on ne comprend pas cette guerre. Voilà, je crois qu'il y a pas de questions. Puis, de mon côté, une question sur l'opposition. Est-ce qu'elle a des perspectives? Vous avez parlé de perspectives politiques. Lesquelles? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui seraient capables de faire avancer les choses avec une vision générale de la situation? Ou est-ce qu'on resterait encore sur des demi-mesures ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a un vrai projet politique à gauche, en quelque sorte? L'opposition d'Israël. Ok, monsieur, puis elle sera la dernière. Devant toi, derrière toi. Où en est-on de la possibilité d'un État palestinien compte tenu de la colonisation partielle de la Cisjordanie? Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'il est-ce qu'il y a une solution possible? Ok, bon, je crois que là, il y a de quoi, Oui, pas mûrir. de quoi faire un séminaire. Alors, tiens, donne-moi. Oui. Ok, bon, on va commencer par l'Iran, puis je terminerai sur Israël et l'histoire des colonies, etc. Alors, je ne suis pas un spécialiste, je peux pas. Ce que je lis, comme tout le monde, et ce que j'entends, c'est que la contestation en Iran, une de ses faiblesses, c'est qu'elle est divisée, pour le moins. Et entre les partisans du fils du Shah, Pahlavi, entre les Kurdes qui sont iraniens. Les Kurdes iraniens, pour que, autant que je sache, vivent en Iran depuis des siècles. C'est pas, ils se considèrent comme iraniens. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ont des volontés d'autonomie, comme les Kurdes en Irak gèrent une région d'Irak du côté de la ville m'échappe, là où il y a des champs pétroliers très, très importants. Mossoul, autour de Mossoul. Et là, il y a une espèce d'autonomie kurde au sein d'Irak. En Iran, ce n'est pas le cas. Donc la contestation est très divisée. Est-ce qu'elle a la maturité politique de se retrouver pour constituer une alternance? On le saurait si c'était le cas. Il semblerait, de tout ce qu'on lit, que le fils du Shah, Pahlavi, qui se présente comme un démocrate et comme voulant incarner un pouvoir de transition, mais pour une partie de la population iranienne, ça laisse des mauvais souvenirs, parce que le Shah n'était pas un grand démocrate, son père.
et il avait une police qui a fait pas mal d'exactions à l'époque, d'arrestations, etc. Donc c'est compliqué d'imaginer aujourd'hui, d'autant plus que cette contestation, quand elle s'est manifestée dans les rues, comme en janvier dernier, résultat, 30 à 40 000 morts d'après les estimations. Et c'était pas n'importe quelle mort, parce que vous avez peut-être vu comme moi des reportages à la télévision. Grâce à aux amis russes et chinois, les Iraniens disposent de logiciels de reconnaissance faciale et pouvaient comme ça reconnaître les dirigeants des manifestations et les rechercher pour ensuite les exécuter. Donc à partir du moment où on décapite des chefs potentiels, c'est très difficile de constituer une opposition en tout cas active. En tout cas, elle attend peut-être son heure. Il y a eu des messages très contradictoires des Américains par rapport à cette contestation. Trump a dit au départ, tenez bon, on arrive, et puis ils ne sont pas venus. Et puis maintenant, il leur dit, restez chez vous, ne sortez pas. Bon, je ne sais pas comment tout ça peut évoluer, mais on peut, je ne sais pas, si on compare, je crois que souvent dans la politique, la géopolitique, il faut comparer d'autres processus ailleurs, pour voir comment ça s'est passé, des transitions, comment des régimes chutent. Hein, le régime soviétique, quelques années avant, ou quelques mois avant, on n'imaginait pas qu'il allait s'écrouler comme un château de cartes. Et ça s'est passé. Alors, est-ce que si cette guerre se termine avec un pouvoir très affaibli, avec toutes les contraintes économiques qu'il y a sur la population iranienne, il y a une inflation galopante, beaucoup de destruction. Est-ce que ça ne va pas favoriser demain que tout ce pouvoir s'écroule? Pour l'instant, il tient parce qu'il est soutenu par 15%, c'est ce qu'on donne comme chiffre. Hein. Je ne sais pas comment on fait ces sondages, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des unités militaires actives qui maintiennent le pouvoir en place. Voilà. Bon, ce que je peux dire, alors la bombe nucléaire, madame, ce qu'on sait, c'est que je ne suis pas un ingénieur nucléaire, mais des copains qui le sont et qui m'ont bien expliqué qu'il faut une qualité de l'uranium enrichi à un certain degré pour pouvoir fabriquer la bombe. Fabriquer la bombe, je crois que sur Internet, on trouve la méthode maintenant. Hein, c'est comme une recette de cuisine, mais il faut avoir les ingrédients, d'une part, et il faut avoir aussi les lanceurs pour pouvoir enlever la bombe, hein, l'envoyer. Donc, peut-être que cette guerre, je pense que c'est un des objectifs des Américains et des Israéliens, c'est de démolir tout ce qui peut être lanceur, en tout cas potentiel. Ça, c'est une chose. Quant à la capacité de produire la bombe, nécessite que l'uranium enrichi, et on entend toujours parler tous les soirs à la télé, les 400 kilos d'uranium enrichi qui sont quelque part dans des souterrains, dans des montagnes. Et est-ce qu'on va les récupérer, pas les récupérer? En tout cas, en juin dernier, Trump nous a dit tout est parti, tout est démoli, et puis voilà, 6 mois après, on repart encore. Donc c'est pas si simple que ça à dénicher, et je pense que on a bien constaté que les Israéliens sont très très bien introduits au sein du pouvoir iranien par des Iraniens, hein, ne sont pas forcément des Israéliens sur place, hein, et par le pouvoir iranien, ce qui prouve qu'il y a des contestataires, des gens proches du pouvoir. Qui veulent que ce pouvoir chute. Alors c'est sur eux que peut-être qu'on pourra bâtir une alternance, et peut-être au sein de l'armée, ça viendra peut-être de l'armée. Et ça, souvent on a constaté que les chutes des pouvoirs, c'est quand un général prend le pouvoir et il en tue quelques autres, et après, voilà. Bon, l'histoire, en tout cas, ça s'est souvent passé comme ça, mais c'est rarement vu que de l'extérieur on vient imposer un nouveau système. Ça, j'y crois pas. Voilà pour ce que je peux dire d'Iran. Objectif de la guerre, monsieur, pour les Américains. Alors, c'est une discussion. Est-ce que ce sont les Israéliens qui ont forcé la main ou pas? Et là-dessus, Trump ne vous dira pas, dit le contraire. Il dit qu'il y avait des menaces. Il prétend qu'il y avait des menaces sur le sol américain. Je ne pense pas qu'il y avait des menaces sur le sol américain. Et ça, l'opinion publique américaine n'est pas naïve, elle n'accepte pas cette version-là. Ce qui importe pour le public américain, c'est le prix du gallon quand ils vont faire leur plein de leur voiture, et l'inflation. C'est la seule question qui les intéresse, c'est ça. Hein, vous savez, beaucoup d'Américains ne savent même pas où se trouve la France sur la carte du monde. En l'Iran, n'en parlons pas. Donc est-ce qu'ils sont aujourd'hui
Est-ce que ce sont les Israéliens vraiment qui ont forcé par la main? Je suis persuadé qu'il y avait un projet israélien depuis des dizaines d'années. Tous les premiers ministres, les uns après les autres, même à l'époque de Barak, etc., contre l'Iran, compte tenu de la menace qui est réelle, qui était réelle et qui est encore tant qu'ils ont cette capacité militaire. Et tant qu'il y a, c'est pas tant la capacité militaire qui est dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est qu'elle est aux mains d'une oligarchie, d'une monarchie, comme on dit, qui a comme objectif idéologique l'éradication d'un autre pays. C'est ça le danger. Je ne sais pas, si demain des équilibres nucléaires existants dans le monde, on n'imagine pas demain la France envoyer une bombe atomique sur un quelconque pays dans le monde. C'est pas ça son objectif, c'est une arme de dissuasion. Par contre, un système autocrate qui a une idéologie bien ancrée, lui, peut l'utiliser. Alors, c'est pas forcément une bombe qui conduira à la fin du monde. Ça peut être une bombe qui détruira une ville et toute une région. Voilà. Donc il y a des plans. Il y avait des plans israéliens et disons les renseignements ont prouvé qu'ils avaient des informations bien précises sur la localisation, de où se trouvaient les dirigeants, etc. Est-ce que ce sont eux qui ont poussé les Américains? Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Mais il y avait un débat au sein de l'état-major américain, surtout sur la faisabilité de l'opération. Parce que c'est une opération qui se déroule à des milliers de kilomètres du territoire américain. Il faut y amener des troupes, il faut entretenir ces troupes. Il y a tout l'aspect logistique qui est énorme. Les Américains sont des as dans la logistique, mais vous voyez, quand ils nous disent qu'un porte-avions va arriver, il doit partir de l'Asie pour arriver au Moyen-Orient. Ça fait 2-3 semaines pour qu'il arrive. Là, on prétend qu'il y a des troupes américaines qui vont arriver dans le cadre d'une quelconque intervention terrestre. Ça met des semaines pour qu'ils soient prêts sur le terrain. Donc, c'est très compliqué. Et est-ce qu'il y a une espèce de course de la montre, je crois, pour les Américains, parce qu'ils veulent un résultat rapide, Trump veut un résultat rapide, et pour les Iraniens, il faut tenir. J'ai entendu une réflexion, on m'a dit, de la philosophie iranienne. Les Iraniens disaient, les Américains ont des montres, et nous, on a le temps. Je crois que c'est assez clair sur deux philosophies, la philosophie occidentale, la nôtre. On veut des résultats rapides, et surtout à l'heure des médias dans lesquels on est, on veut le soir même au journal du 20h connaître le résultat des élections, alors on vient juste de fermer les urnes. C'est comme ça. Tandis que, bon, en Asie, l'Orient, c'est une autre philosophie du temps. Et donc, je ne sais pas vous dire quoi de plus. Maintenant, ce qui est certain, c'est que de plus en plus, et ça c'est un point très important pour Israël, l'image d'Israël est très dégradée aux États-Unis, très dégradée, au sein de la jeunesse. Alors j'ai quelques chiffres, je les avais notés parce que ça me semble important, parce que c'est important pour plusieurs raisons. Voilà, j'ai trouvé ça tout à l'heure dans un article. C'est un sondage qui est paru par la chaîne NBC, qui est une grande chaîne américaine, que vous connaissez certainement. On leur pose la question, est-ce que vous avez une opposition positive sur Israël? Les démocrates, qui n'en a que 13% des électeurs démocrates, disent avoir une opinion positive d'Israël, alors que le Parti démocrate, traditionnellement, était un parti qui était toujours attaché à Israël, à soutenir ses actions, etc. Quant aux républicains, c'est moins de 70%. Ça, c'est un chiffre global. Maintenant, quand on analyse plus finement par tranche d'âge, et ça, c'est beaucoup plus inquiétant, parce que plus les gens sont jeunes, c'est qu'ils sont eux qui demain prendront le pouvoir et dirigeront les États. C'est des chiffres assez inquiétants. On leur demande, est-ce que vous soutenez plus les Palestiniens ou les Israéliens? La tranche d'âge 35-54 ans, alors républicains et démocrates confondus, 35-54 ans, 46% disent soutenir les Palestiniens et 28% disent soutenir les Israéliens. La tranche d'âge 18-34 ans, 53% soutiennent les Palestiniens et 23% les Israéliens. Ça, c'est jamais vu. Et ça, c'est la conséquence de la politique de Netanyahou. Tous les dirigeants israéliens, jusqu'à encore récemment, ont toujours construit leur politique internationale vis-à-vis des États-Unis sur le bipartisme. C'est-à-dire, il y a deux grands partis, on le sait aux États-Unis, d'avoir des bonnes relations avec les dirigeants des deux partis. C'est important d'avoir le soutien au sein des deux partis.
Netanyahou a cassé ce bipartisme en prenant une position pro-républicain et géré pour la tendance Trump au sein du Parti républicain qui est maintenant majoritaire. Hein. Tous les républicains ne suivent pas forcément Trump, il y a des oppositions, mais aujourd'hui c'est quand même lui qui a le contrôle du parti et qui n'est plus le parti de Reagan tel qu'il était il y a 20 ans. C'est un autre parti, beaucoup plus proche de nos partis extrêmes en France, hein, de la droite extrême. Donc, et le fait qu'il ait pris cette position, donc il s'est aliéné les démocrates. Hein, alors que Trump et Obama, vis-à-vis d'Israël, on peut critiquer, sur ça, pas le point, on peut critiquer notamment Obama plus que Biden, de mon point de vue, sur la politique internationale, mais c'est un autre sujet. Mais ils ont eu vis-à-vis d'Israël une constance de soutien. Biden est venu en Israël après le 7 octobre tout de suite. Et il a reçu les familles des otages. Vraiment, il a pris ça à titre personnel. C'était le bon grand-père Biden. Hein, il a pris ça vraiment à cœur, cette question des otages. Et il a soutenu militairement Israël pendant toute cette période. Obama a passé un accord qui, jusqu'à présent, tient encore avec Israël pour lui fournir des armes, etc. Et cet accord va se terminer, je crois, l'été prochain, ou quelque chose comme ça. Il faudra savoir comment le renouveler. Mais Netanyahou a choisi la carte Trump, et donc il a cassé ce bipartisme. Résultat, voilà, ça se traduit par ces chiffres-là que je vous ai donnés. Et la politique menée à Gaza, et les images qu'on a vues, tout ça aliène toute la population jeune américaine qui ne connaît pas, qui ne comprend pas, qui n'a pas forcément comment dirais-je, la connaissance historique de tous ces conflits pour comprendre pourquoi on en est là. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire sur les États-Unis. Autre question, je les ai notées, il faut retrouver un mot de page. Alors l'économie, les budgets, j'ai pas de réponse. Hein, j'ai mon joker là, j'ai pas de réponse, mais ce que je peux vous dire, j'ai pas les chiffres, mais je pourrais vous les donner. Hein, je les ai lus, mais je les oublie. J'ai pas la mémoire des chiffres précises. C'est que ce gouvernement n'arrête pas de donner des milliards de shekels. Le shekel, c'est la monnaie israélienne. En gros, un shekel, c'est un quart d'euro. Avec un euro, vous avez aujourd'hui 3,60 shekels, à peu près. Voilà, c'est à peu près. Le shekel est une monnaie relativement forte, malgré toute cette situation économique globale et militaire. Et ce gouvernement n'arrête pas de prendre des budgets qui étaient alloués à des projets sociaux, etc., pour les donner aux religieux, pour les donner aux partis orthodoxes. Il y a des tas de ministères bidons, études de la culture juive, et enseignement de la tradition. On crée des postes comme ça, mais en fait, ce sont des fonds qui sont transmis aux partis orthodoxes pour qu'ils maintiennent leur présence dans la coalition. Alors, c'est des sommes importantes, et on en parle de beaucoup dans le pays. Alors, malheureusement, quand les gens vont voter, et ça rejoint votre question sur l'opposition israélienne, vous savez, l'ancien président Rivlin, avant Herzog, il a été président, c'est un homme de droite d'origine, quelqu'un de très droit, personnellement, très respectueux des lois et des lois israéliennes. Il disait toujours, pour caractériser la société israélienne, que la société israélienne est composée de tribus, de 4 tribus. Et quelles sont-elles? Les orthodoxes, ce que je vous ai écrit tout à l'heure, ce monde orthodoxe qui est fermé sur lui-même quelque part, bien qu'il s'ouvre de plus en plus quand même, il y a quand même des évolutions, mais quand même il y a 15% de la population. Les sionistes religieux, c'est-à-dire sont des religieux, ils ont la kippa, ils votent, ils font l'armée, à la différence des orthodoxes, mais ils sont engagés souvent dans des partis politiques, aujourd'hui, disons, qui sont à droite. Troisième tribu, les Arabes. Et je vous ai raconté tout à l'heure plus ou moins les 4 partis qui les constituent, où ils s'opposent, ils ne sont pas toujours d'accord entre eux. Et le plus gros problème aujourd'hui de la société arabe, c'est la criminalité. Il y a eu depuis des années, il y a des dizaines de morts en 2025, de mémoire, il y a eu plus de 250 assassinats au sein des villages et des villes arabes. De problèmes de mafia, de lutte de clans, de criminalité interne. Hein, ça n'a rien à voir avec le conflit, rien à voir avec les juifs. Et c'est constant, ça augmente. Et depuis janvier, je pense qu'on a dû dépasser 60 ou 70 déjà assassinats.
Et le pouvoir actuel, le ministre entre guillemets de la police, de l'Intérieur, il s'appelle Ben-Gvir, son nom est connu maintenant pour ceux qui s'intéressent à cette région, Itamar Ben-Gvir, est issu de la droite religieuse d'extrême droite. Hein. Il serait aujourd'hui en l'échiquier français, il serait à la droite de Zemmour, de Le Pen, enfin vraiment si on pouvait le situer. Et il se satisfait, il n'intervient pas trop, qui s'entretue, je m'en fous, alors qu'il est ministre de la police, c'est son job. Et la police, c'est un des sujets majeurs de la sécurité dans le secteur arabe. Je vous dis ça parce que ça va jouer par rapport aux élections futures. Et le 4e tribut, ce sont les laïcs, les juifs laïcs. Hein. Alors, pour avoir une idée, en termes de députés, il y a, de mémoire, il doit y avoir entre 12 et 15, une quinzaine de députés qui représentent les orthodoxes, en gros, une dizaine aujourd'hui qui représentent les arabes, on va dire une douzaine ou une quinzaine à peu près les sionistes religieux, et près de 80 qui représentent les laïcs. Mais ces 80 qui sont les laïcs, hein, c'est pas que la gauche. Et le Likoud, c'est un parti laïque. Et les électeurs du Likoud, les députés du Likoud sont des laïcs. D'accord ? Donc, quand on fait des projections sur les élections, et c'est ce que je veux développer comme idée, c'est que les gens votent, et sociologiquement c'est prouvé, dans le cadre et en conformité à leur tribu. Il y a très peu de transfert d'une tribu à l'autre. Il y a toujours 10% des Arabes ou 15%, et beaucoup plus chez les Druzes, où il y a 50% qui votent pour des partis juifs. Mais la majorité des Arabes votent pour les partis arabes, plus de 80%. Enfin, je peux vous donner les chiffres précis si ça vous intéresse. Hein. Les orthodoxes, ils votent presque à 100%, 99% pour les partis orthodoxes. Ils ne vont pas voter pour des partis laïcs, pour des partis arabes. On peut trouver des Arabes qui votent pour les partis orthodoxes. Il y en a quelques-uns. Il y a des anomalies sociologiques intéressantes. Par contre, dans la tribu des laïcs, là, il y a des transferts de vote. C'est là où on peut passer de la droite modérée à la gauche, ou de la gauche modérée à la gauche plus extrême, et comme les partis politiques, comme en France maintenant aussi, dans la plupart des sociétés occidentales, il n'y a plus tellement de grandes divergences idéologiques entre les partis politiques sur le plan social. En Israël, il y avait dans la tradition la gauche travailliste et la droite. Il y avait dans les années 80 encore 2 visions du monde sur le plan économique. Maintenant, tout le monde est acquis au libéralisme économique, hein, majoritairement. Et à gauche comme à droite, en Israël, c'est pas là-dessus qu'il y a une fracture. Sur le social, il peut y avoir des fractures. Sur la paix, sur l'idée du conflit, oui. Mais voilà. Ce que je veux vous dire par là, c'est que comme il n'y a plus de grandes différences idéologiques, sur quoi les gens votent, c'est sur les personnes. Et le système électoral israélien étant construit sur des listes, hein, ce qui se passe, c'est que vous créez une liste, et les élections qui vont avoir lieu dans quelques mois, on ne sait pas encore quelles seront les listes en présence. Il y a les partis actuels, certes, mais il peut y avoir d'autres candidats qui vont créer leur liste. Et c'est le cas. Je prends un exemple. Un ancien chef d'état-major qui s'appelle Gadi Eisenkot, qui était un très bon chef d'état-major, quelqu'un plutôt du centre, modéré, plutôt de gauche d'ailleurs, a participé dans le gouvernement, est rentré à la Knesset, dans un parti du centriste, dirigé par Benny Gantz, qui était un ancien général centriste. Okay, il a été député. D'ailleurs, il a perdu son fils pendant la guerre de Gaza, et même son neveu pendant la guerre de Gaza. Et ce Gadi Eisenkot a quitté son parti, et a quitté la Knesset là, il y a quelques mois, il y a plus d'1 an maintenant, parce qu'il avait des divergences de vues avec Benny Gantz, qui était son chef de parti, on va dire comme ça pour faire rapide. Mais c'est quelqu'un de respecté, et il envisage de constituer une liste. Et les sondages lui donnent 10 députés. Mais on ne connaît pas son programme, on ne connaît pas le numéro 2 de son parti, le numéro 3. Quand on vote une liste maintenant, on vote pour le nom du chef de liste. Mais comme le système, vous votez pour une liste, vous votez pour le numéro 2, 3, 4, 5. Enfin, il faut qu'il ait, comme je vous l'ai dit, qu'il passe le seuil minimum. Mais il suffit d'avoir 4 députés qui passent et vous avez une liste présente au gouvernement, enfin au Parlement. Et après, qui fera une coalition ou pas. Donc, le système est conçu de telle façon que sur ces 80%, enfin 80 députés, c'est 2 tiers en gros, des laïcs, qui représentent la tribu des laïcs, il peut y avoir des transferts.
Et c'est sur ces transferts-là que va se jouer les prochaines élections. Alors, la carte électorale actuelle, elle est la suivante. Comme je vous l'ai dit, l'opposition actuelle elle est majoritaire, avec les Arabes évidemment, mais elle ne pourra se constituer comme alternative politique que si les partis arabes, ou une partie des partis arabes, entrent dans une coalition pour constituer une majorité. Ça a été le cas il y a 4 ans. Est-ce que ça sera le cas dans quelques mois? Pour l'instant, pour des questions de calcul, qui à mon sens sont mal faits, certains des dirigeants de l'opposition disent « nous, on fera un gouvernement sans les partis arabes ». Parce qu'on ne peut pas donner le contrôle de notre sécurité à des dirigeants arabes. Le seul qui dit aujourd'hui clairement, dans l'opposition, qui fera un gouvernement avec les partis arabes, c'est Yair Golan, ancien vice-chef d'état-major, un homme qui a été député, qui a été vice-ministre il y a 4 ans, et qui est aujourd'hui le chef du Parti des démocrates, qui est la fusion de l'ancien Parti travailliste et le Meretz, qui est un parti de gauche sioniste, et qui est la seule, disons, adresse politique qui a un message clair, à la fois sur la problématique du conflit, que sur les problèmes sociaux et les problèmes d'une coalition future avec les partis arabes. Et les sondages lui donnent 12 députés aujourd'hui, et ce qui est une avancée par rapport à ce que l'actuel Knesset, mais ça ne suffit pas pour constituer une majorité. Il faudra qu'elle fasse une coalition avec d'autres partis centristes dont on ne connaît pas encore la configuration politique, et tout dépendra du résultat des élections à venir. Et pour l'instant, on est évidemment dans cette expectative. Voilà, je ne sais pas si j'étais assez clair, mais je vous ai brossé un peu la complexité de la chose. Cisjordanie. Cisjordanie. Alors, la faisabilité de l'État palestinien, monsieur, dépend de considérations politiques et pas géographiques et pas humaines. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je n'ai pas de carte pour vous l'expliquer, mais je m'appuie sur les travaux d'un ami, ancien colonel de réserve, que Cécile connaît parce qu'elle l'a rencontré, qui s'appelle Shaul Arieli, qui est spécialiste de cette question, qui travaille là-dessus depuis des années. Et sa théorie est la suivante. Si vous prenez la carte, imaginez pour ceux qui connaissent la Cisjordanie, c'est une bande de terre, enfin Israël jusqu'au Jourdain, on va dire, c'est combien? 50-60 km à peu près de largeur. Voilà, c'est cette largeur. Et il y a, disons, une quinzaine de kilomètres jusqu'à la frontière, le début de la Cisjordanie, entre la mer Méditerranée et le début de la Cisjordanie, dans l'endroit le plus étroit, évidemment, du pays, une quinzaine de kilomètres. Et après, de cette frontière de la Cisjordanie au Jourdain, qui est la frontière avec la Jordanie, il y a une quarantaine de kilomètres, une quarantaine à peu près, je pense. Et si vous considérez cette Cisjordanie, qui est une bande de terre longue comme ça, je ne parle pas de Gaza, c'est notre problème, je pourrais en parler après, mais cette bande de terre, alors il y a 500 000 colons, on va appeler comme ça pour faire rapide, qui habitent en Cisjordanie. Quand je dis Cisjordanie, c'est sans Jérusalem. Je reviendrai sur la question de Jérusalem, qui est à part. Les 500 000 colons qui habitent en Cisjordanie, 80% d'entre eux, à peu près, vivent dans une bande de terre qui va de la frontière du début de la Cisjordanie et une dizaine de kilomètres à l'intérieur. Donc sur une bande de terre de cet ordre-là, il y a à peu près 80% des colons qui habitent là-bas. Surtout dans des grandes villes qui sont Modinilite, Bétarit, enfin des villes où vivent beaucoup d'orthodoxes. Il y a, de mémoire, il y a 4 grandes villes dans cette région où il y a 220 000 ou 230 000 habitants qui sont des orthodoxes majoritairement. C'est-à-dire que ce sont des familles qui ont été habitées là-bas parce qu'ils ont beaucoup d'enfants, d'une part. La moyenne d'une famille, c'est entre 7 et 10 enfants. Il faut de la place, c'est moins cher. Il y avait toutes sortes d'encouragements du gouvernement à toutes les époques pour qu'ils y aillent, etc. Mais c'est sur une bande de terre relativement proche de l'ex-frontière entre la Cisjordanie et Israël. Donc, la théorie est la suivante, c'est que si on a un accord, et ça nécessite une volonté politique, on garderait 4% du territoire de la Cisjordanie, proche de l'ancienne frontière, où vivent 80% des colons, et en échange, on donnerait 4% du territoire israélien d'avant la guerre des 6 jours, des zones qui peuvent être dans le Negev, qui peuvent être dans d'autres lieux, enfin, il y a déjà des endroits qui sont
identifiés et en échange, de façon à, si vous voulez, si on les 500 000 colons, si vous en bougez que 20% et non pas 80%, c'est encore un problème, mais c'est pas infaisable. C'est pas infaisable s'il y a une volonté politique, et c'est pas infaisable, mais ça sera très 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 difficile, hein, parce que une partie de ces colons sont les plus durs, sont ceux qui vivent là-bas parce qu'ils ont des raisons idéologiques de s'installer et qui revendiquent. Et je ne conteste pas la justesse de leurs revendications, parce que sur le plan historique, le lien des Juifs à cette terre historique, etc., on en parlait tout à l'heure, madame, et plus, je dirais, avec des villes comme Bethel, Hébron, si vous avez lu l'Ancien Testament, Abraham est censé être enterré à Hébron, et Hébron en hébreu, El-Khalil en arabe, et donc un lien historique à ces terres-là, beaucoup plus qu'avec Eilat et Tel Aviv, qui n'existaient évidemment pas dans l'Antiquité. Donc tout ça pour dire quoi? Que la volonté, c'est un problème plus politique que géographique, hein. Donc il faut, et ça ne sera pas facile de trouver un accord, on n'en est pas là aujourd'hui, on est très loin de cela, mais ce n'est pas infaisable. Est-ce que ça s'aggrave? Ça s'aggrave pas trop, enfin, ça s'aggrave en ce moment, excusez-moi, parce que ça s'aggrave parce que le gouvernement actuel a profité, et surtout les dirigeants de l'extrême droite, a profité de la confusion, de la guerre, etc., pour développer des colonies. J'ai d'ailleurs noté quelques chiffres à ce sujet, c'est intéressant. Si j'ai encore 2-3 minutes, je les ai. Oui, tu les prends. Je les prends. Alors, juste que je trouve la bonne page. J'ai noté ça dans le train. Alors, voilà, c'est là. Quelques chiffres. Si on compare de 2015 à 2025, ça nous donne une perspective sur 10 ans. Hein, il y avait en 2015 68... Alors, une seconde, je vais parler de concepts, il faut que je les définisse avant. On parle de colonie. Qu'est-ce qu'une colonie? Hein, c'est une ville ou un village qui a été créé après la guerre des 6 jours dans le territoire occupé de Cisjordanie. Le concept est clair pour tout le monde. Jusqu'aux accords d'Oslo, il y avait un certain nombre de colonies qui avaient été construites. Il avait été décidé dans les accords d'Oslo, on ne va pas revenir dessus maintenant, qu'Israël n'aurait plus le droit d'en refaire d'autres. Mais, donc, toutes les constructions, les nouvelles colonies qui ont été construites après les accords d'Oslo, on les considère comme des colonies illégales. Illégales en vertu du processus historique que j'ai décrit. En anglais, on les appelle des outposts. En français, je crois qu'on les appelle implantations, comment? Avant-poste. Avant-poste, enfin bon, voilà. Donc c'est important de définir ces deux concepts. Les colonies, c'est tout ce qui existait avant Oslo, les accords d'Oslo. Après, je prends le terme anglais outpost, mais enfin appelez-le avant-poste, etc. Alors, les colonies, ça peut être des villes. Vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, des villes de Modin-Illit et de Beitar-Illit, où il y a plus de 50 000 habitants. Ce n'est pas une colonie avec une tente et deux cabanes. Mais un outpost, quand je vais en parler tout à l'heure, ça peut être un petit village et ça peut être une ferme avec 2-3 voitures, avec des baraquements et un tracteur. Donc c'est très différent en fonction de la configuration de chaque chose. Alors maintenant, au point de vue chiffre. En 2015, il y avait dans cette bande de terrain jusqu'à 10 km où on peut faire des échanges, 68 colonies. En 25, 10 ans plus tard, il y en a 87. Donc une progression d'une vingtaine. OK ? Et au-delà de la bande de 10 km, donc plus dans le cœur de la Cisjordanie, hein, en 2015, il y avait 59 colonies, et en 25, il y en avait 80. Il y en a 80. Donc une progression significative. Maintenant, parlons des avant-postes qui ont été créés. En 2015, il y en avait 34, et en 25, il y en avait 114. Une très grande progression.
Mais encore une fois, quand je dis 114, c'est pas une ville. Je vous dis, ça peut être une ferme, voilà, avec quelques jeunes. Donc, tout ça, alors ça, c'est sur le plan factuel. Non, maintenant, au niveau de la population, il y a une progression de la démographie, une courbe ascendante toujours, puisqu'on est maintenant à 500 000 colons en Cisjordanie, et c'est hors Jérusalem, mais je parle de Jérusalem. Mais cette progression vient surtout de la croissance naturelle, surtout dans les villes orthodoxes, qui ont beaucoup d'enfants. Par contre, si on analyse le ratio des migrations, c'est-à-dire combien de gens viennent s'installer et combien de gens quittent pour revenir s'installer en Israël, on constate que l'immigration est négative. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui quittent les colonies ou la Cisjordanie, et ce n'est pas encore des dizaines de milliers, il ne faut pas se raconter des histoires, mais c'est plutôt de l'ordre de 4-5 000 par an qui reviennent vers Israël, ou d'autres d'ailleurs qui quittent peut-être certaines villes pour aller plus à l'est, plus dans des colonies intérieures de la Cisjordanie. Donc il y a aussi des mouvements dans ce sens. Tout ça, pour ma conclusion est la suivante, si vous voulez. C'est pas irréversible, mais ça nécessitera une volonté politique, un gouvernement fort, mais c'est pas impossible. Enfin, si les 20% qu'on devra déménager veulent revenir en Israël, ça concerne 120 000, 150 000 personnes, je sais pas. C'est pas pour Israël comme société, c'est pas impossible d'intégrer ces personnes dans le marché du travail. Israël crée chaque année 100 000 places de travail. Donc, quand vous dites 120 000 ou 150 000 viennent, il y a des enfants là-dedans, des personnes âgées. Donc, des personnes actives, c'est combien? 40 000, 30 000? Vous voyez? Donc, c'est pas insurmontable sur le plan de la société d'intégrer ces gens. C'est pas insurmontable sur le plan de la construction des appartements qu'il faudra faire. Israël construit à peu près 50 000 appartements par an. En Israël, je ne parle pas des colonies. Donc, c'est pas insurmontable aussi, tous ces problèmes-là. Mais il faut une volonté politique qui n'existe pas. Eh bien, c'est une conclusion qui est voilà, où on voit ce qu'il est possible de faire. On sait que tous les plans de paix sont à peu près d'accord sur les échanges de territoires nécessaires, sur le fait qu'il resterait 20% des colons et parmi les plus durs, sur évidemment les risques peut-être de guerre civile aussi, qui sont à la fois une raison et un prétexte pour ne pas le faire. Mais on connaît les solutions. Et ce qui manque, c'est naturellement la volonté politique. Et de la part de Netanyahou, non seulement il y a une inertie, mais il y a une volonté d'avoir un grand Israël, de la mer au Jourdain, c'est évident. Avec toutes sortes d'arguments auxquels je crois que la population israélienne est sensible, c'est-à-dire il y a dans certaines villes de Cisjordanie le développement du djihad islamique, du Hamas. Et donc, la grande peur, c'est d'avoir en Cisjordanie, qui serait un État peut-être un jour palestinien indépendant, d'avoir un gouvernement animé par le djihad islamique ou le Hamas, qui sont la hantise des Israéliens. Donc, évidemment, la droite brandit cette menace-là. La gauche n'ose même pas trop évoquer, je crois en ce moment, tu l'as dit David, quelquefois tu me l'as dit, n'ose même pas trop évoquer en ce moment la création d'un État palestinien, tant cela semble loin des préoccupations de la société israélienne, qui est plongée dans la guerre actuellement. Et c'est vraiment quelque chose qui va peut-être peu intervenir dans la campagne électorale de l'automne en Israël. C'est-à-dire que même la gauche, même des gens comme Yair Golan, qui sont persuadés que la solution réside dans la création de deux États, c'est-à-dire d'un État palestinien à côté d'Israël, non pas à la place d'Israël, mais à côté d'Israël, eh bien, Yair Golan ne va pas brandir un drapeau palestinien en disant « Vive l'État palestinien prochain qui va bientôt arriver en Cisjordanie ». Ça reste encore terriblement bloqué, mais c'est vrai qu'on a vu parfois des situations très bloquées se débloquer parce qu'il y a un dynamisme pour vouloir changer le long règne de Netanyahou qui reste lié quand même à des guerres incessantes, à un avenir qui semble très bouché et qui n'offre pas de perspectives auxquelles aussi bien les populations palestiniennes et les populations israéliennes aspirent, c'est-à-dire des perspectives de paix durable. Voilà ce qu'on pourrait dire peut-être.
Voilà, mais c'est vrai que le contexte ne permet pas d'avoir une vue très claire sur un futur État palestinien dans les circonstances actuelles. Mais tu vas répondre. Alors, juste un mot, parce que je sais que vous avez l'AG qui suit. Tu disais que ce ne sera pas au centre des élections. Les questions qui seront au centre des élections, enfin, tout dépend de comment cette guerre va se finir, évidemment. Les questions qui sont au centre pour la majorité de la population, c'est la question de la démocratie interne, parce que ce combat, il se mène aussi pour la société israélienne, pour l'opposition israélienne, contre un certain nombre de lois que ce gouvernement veut faire passer, ou a fait passer, ou n'a pas réussi à faire passer, et qu'il essaie de faire passer, qui va changer complètement le système démocratique intérieur, en limitant les pouvoirs de la Cour suprême, en contrôlant la presse, enfin bon, je ne vais pas entrer dans tous ces détails. L'autre question, c'est la notion de corruption. Parmi le gouvernement actuel, ou à la Knesset, dans la coalition au pouvoir, il y a un certain nombre, je ne peux pas vous dire le nombre, de députés ou de ministres qui sont en procès ou qui ont pour des histoires de corruption personnelle, etc. C'est la sécurité. Compte tenu du traumatisme du 7 octobre, c'est au centre aussi des préoccupations toujours de la population. Et c'est le social, l'économie. Voilà, ce sont les sujets. Alors, la question palestinienne, l'aborder de front aujourd'hui, les gens ne sont pas mûrs pour cela. Yair Golan, dont tu parles, il dit il faut se séparer. Il faut mettre une frontière. Mais ce qu'il y aura au-delà de la frontière, ce n'est pas son propos. Il dit on a besoin d'une frontière. Les deux côtés ont besoin de sécurité. Les deux côtés ont besoin il faut se séparer. Et puis on verra ensuite comment. Il faudra du temps pour sortir de ce traumatisme des deux côtés et retrouver une confiance. Et pour l'instant, on en est très loin. Mais bon, il faut espérer. Tu parlais de Sadat et Begin, et je te conclus là-dessus, qui ont fait la paix en 79. C'était quelques années après la guerre d'octobre, qui a été une guerre qu'on appelle la guerre de Kippour, qui a été une guerre aussi très très traumatisante pour la société israélienne à l'époque, 3000 morts dans l'armée. Les civils n'ont pas été touchés, à la différence de celle-ci où les civils ont été touchés. Et tout le monde disait, on va garder le Sinaï, si on fait des sondages à l'époque, on va garder, ça nous permet d'avoir un glacis entre nous et l'Égypte, donc ça nous protège, etc. Sadat est venu, et tout était possible après, dans cette reconnaissance. Il a eu l'intelligence de faire ce choix, et ça a tout débloqué. Voilà. Et l'enthousiasme a été très grand en Israël en particulier. Un peu moins en Égypte, mais très très grand en Israël. Voilà. Donc on va maintenir une espérance sur une évolution dans un sens où les perspectives de paix ou de cessez-le-feu ou de séparation, pour l'instant, comme tu le dis, tout simplement de séparation. Aidez-nous à divorcer, disait Amos Oz. Aidez-nous à divorcer, et pour éviter justement soit un grand Israël avec un régime d'apartheid, soit un grand Israël qui aura très rapidement une majorité arabe, dont ne sera plus véritablement l'État national du peuple juif. Enfin, c'est vraiment, on est dans des contradictions pires avec une grande Palestine ou un grand Israël qu'avec la solution acrobatique de deux États. On continue tout de même à espérer et à défendre. Encore un mot, excuse-moi, encore un mot, et je termine. Non, parce que nous faisons des conférences, nous, par Internet, nous organisons, et la prochaine a lieu lundi prochain, 23, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, et vous trouverez les liens, en tout cas, sur notre site, le site de JCOL, comme on l'appelle maintenant, et celle-ci va être consacrée au messianisme politique. J'ai parlé un peu tout à l'heure des sionistes religieux, c'est un débat passionnant, pour comprendre un peu leur philosophie et la traduction de leur philosophie sur le plan politique. Et donc on a décidé avec des gens spécialistes de ces questions-là, il y aura une traduction en français pour l'un d'entre eux, d'aborder cette question-là. Parce qu'on peut faire tout un cycle de conférences en perspective des élections. On en a fait une sur les problèmes de démocratie, qu'on peut voir sur le site, elle a été enregistrée. Il y avait une journaliste qui est intervenue, un autre, enfin bref, qui ont traité toutes les attaques contre la démocratie intérieure du pays. Celle-ci aura lieu lundi sur le messianisme politique, c'est à 20h lundi, et ça sera enregistré, donc ça sera mis sur le site, puis on en fera d'autres ensuite. Voilà. Voilà, très bien. On a vu dans ton merci infiniment.
pour vos efforts et cet éclaircissement. Merci beaucoup. Je peux renoter le chiffre de NBC.